Donc, ce que je voudrais, c'est démarrer ce webinaire. Bonjour à tous et merci d'être présents et pour votre intérêt. Ce webinaire organisé donc par Convergence Internationale et que je représente en partenariat avec l'association Espace Méditerranée, Espace Euromède Afrique. On en dira un petit mot tout à l'heure. La maison brûle, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, comme disait Jacques Chirac lors d'une de ses interventions. Les signaux d'alerte sont toujours là, des conditions de vie difficiles, une biodiversité qui se détériore, un changement climatique et des menaces qui fait peser sur la planète. Nous devons clairement revoir notre copie aujourd'hui pour assurer à la fois notre avenir, l'avenir de la planète, et en particulier, et peut-être surtout, je voudrais dire, montrer concrètement ce qu'on peut faire, notamment en mobilisant le plus largement possible. Je dirais que c'est l'objet de ce webinaire sur le développement d'une économie verte sur la verticale Afrique, Méditerranée, Europe. Ce que je voudrais, c'est faire très rapidement les présentations. Donc, je suis moi, Jean-Pierre Mariaccia, président et cofondateur de Convergence, et je serai votre serviteur pendant cette présentation. Ce que je voudrais, c'est vous présenter les intervenants. Donc, Madame la députée Salima Yandou, députée européenne, très fortement engagée sur l'écologie. Monsieur Rachid Mokran, qui est aussi qui est attaché parlementaire et également fortement engagé sur le développement durable et les questions d'écologie. Et Louis Bachou, qui est notre partenaire, président de l'association Espace Euromède Afrique, qui est urbaniste, architecte, expert des questions d'environnement et d'écologie. J'aurai donc le plaisir de modérer ce webinaire. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous dire que, je vais vous présenter les points du programme. Les questions et réponses seront prises, si vous voulez bien, à la fin des interventions. Vous pouvez utiliser la fonction converser de Zoom qui se trouve en bas de votre écran pour poser les questions que vous aurez envie de poser tout au long de ce webinaire. Et nous les prendrons à la fin. Je vais donc partager maintenant mon écran et nous allons nous appuyer sur la présentation, enfin le support présentation que nous avons préparé. Donc, un mot, Louis, avant que je présente le programme. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses présenter quand même en un mot l'association. Absolument. Je vais essayer de prendre quelques mots, non pas un seul mot, malheureusement, pour vous. Notre association Espace Euromède Afrique est constituée de personnalités de la société civile. Pourquoi nous pensons société civile? Car nous assistons avec le mouvement vert à des tribulations et de la phrasologie depuis très longtemps, et que nous, qui avons tous une expérience des différents pays des rives de la Méditerranée, expérience à la fois de vie, mais aussi expérience professionnelle, nous avons décidé de projeter pour le moyen terme un véritable projet, et qui soit un projet de mise en œuvre en fonction des causes que vous allez voir et trouver dans
les conséquences de ces causes, le chemin que nous allons tenter de rendre exemplaire pour un grand retournement des sociétés humaines. Pourquoi les rives de la Méditerranée? Tout simplement, comme vous l'avez entendu, nous sommes tous en partie, on va dire presque à l'essentiel, issus de ces rives. Et deuxièmement, réfléchissez quelques instants avec moi. Vous voyez bien que le monde anglo-saxon nous a déjà à moitié dévorés et que la Chine est en train de nous achever. Il ne nous reste, nous, Européens méditerranéens, qu'une solution de pro-développement commun, c'est-à-dire l'Afrique dans laquelle nous avons à la fois une histoire, premièrement, un passé commun, bon ou mauvais, mais qui nous permet de nous comprendre encore plus facilement. Voici l'espace Euromed Afrique est donc ouverte à votre réflexion. Merci Louis pour ces quelques mots. On aura évidemment l'occasion de développer selon les points qui sont indiqués là à votre écran. On démarrera par les constats et ce sera notre premier point. Le deuxième point, on développera la vision. Quelle vision pour justement cette croissance verte avant de parler concrètement justement des solutions pratiques que l'on peut mettre en œuvre. Et on aura là une illustration d'un projet stratégique qui est déjà en œuvre. Et en partie 4, on indiquera les opportunités concrètes pour les entrepreneurs, les entreprises, tous les acteurs du secteur. Donc, première question, et je m'adresse donc à Madame la députée Salima, quel constat devons-nous intégrer aujourd'hui? Quel constat indiscutable, je dirais, devons-nous intégrer avant de développer, je dirais, la vision qui doit être la nôtre? Et quelle est donc votre analyse déjà de la situation? Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais tenter de faire un mini diagnostic selon 3 axes. D'abord l'écologie, l'économie et puis les relations Europe-Maghreb et de manière plus large Afrique. Donc, l'axe écologique, en fait, pendant des siècles, nous avons vécu avec l'idée que nous vivions dans un monde infini. Toute notre éducation, nos cultures, nos religions, les valeurs qui nous ont été transmises nous ont conditionnés à penser cela. Or, depuis 50 ans, sur la base de rapports scientifiques, nous avons, suivant les personnes concernées, conscience que nous vivons dans un monde fini. L'urgence écologique impose une révolution, une réelle révolution des mentalités et des états d'esprit avant la pratique pour justement opérer un changement de paradigme radical. Vous disiez que c'était indiscutable, sauf que l'on voit aujourd'hui que c'est encore discuté par des personnes qui ont conscience que l'écologie est une urgence aujourd'hui, mais lorsqu'on parle des solutions à mettre en pratique, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc tous les citoyens ne sont pas conscients aujourd'hui des enjeux de l'écologie, même si les crises qui sévissent dans le monde accélèrent le processus de conscientisation, ça on l'a bien vu. Il faut néanmoins continuer à travailler à faire prendre conscience que l'homme n'est pas le centre du monde, qu'il doit retrouver une harmonie avec le monde des vivants dont il est un des éléments. Le GIEC, qui regroupe des milliers de scientifiques, nous rappelle que le temps n'est plus à la réflexion ou à des polémiques inutiles, mais que le temps est à l'action concrète pour changer de cap, de paradigme, car celui sur lequel nous sommes va nous conduire droit dans une impasse, voire dans le mur.
Pour les plus optimistes, 2030 est considéré comme une date fatidique où nous pouvons basculer dans l'irréversible. Certains d'entre nous disent que même en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, malheureusement, nous ne réduirons pas le réchauffement climatique, du moins complètement. Alors, de là où je suis en tant que députée européenne, j'essaie d'apporter ma contribution, de faire ma part de colibri, en travaillant à faire du Green Deal un vrai plan écologique, mais avec les moyens qu'il faut et les ambitions qu'il faut, mais aussi en travaillant avec les citoyens de demain, que je connais si bien de par mon parcours au sein de l'éducation nationale française. Donc, je suis présidente d'honneur d'un mouvement qui est porté par les jeunes générations, tous citoyens européens, mouvement des droits et devoirs éco-civiques, dont l'objectif est d'éveiller les consciences des jeunes générations, de les responsabiliser et d'initier des actions en lien avec les questions écologiques, civiques et citoyennes. Donc, plusieurs actions sont déjà en marche. Si je vous parle de cette structure que je parraine et dont je suis fière, c'est parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a une éducation à faire pour les adultes, mais que ça passera par l'éveil des consciences et l'éveil des consciences des jeunes générations qu'il ne faut pas oublier pour ne pas avoir à recommencer dans 20 ans. Voilà pour la partie écologique. Mes camarades compléteront. Pour l'économie, l'Europe s'est construite sur une économie de marché. Si l'idée pouvait être légitime au moment de sa construction, aujourd'hui, elle n'en a plus. Et surtout, nous en voyons les conséquences dans le monde. La seule chose que l'on peut donner à cette construction européenne et au fait d'avoir construit une économie de marché, c'est que nous avons évité des guerres entre nous. Pour cela, je pense que ça a fonctionné. Pour le reste, on voit bien les conséquences. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'Europe doit être une solution pour l'avenir des citoyens, pour la planète, et non pas uniquement un marché économique ou un espace géographique facilitant les flux financiers et humains. Donc, nous devons agir, bousculer pour que l'Europe tienne ses promesses, utiliser l'intelligence collective, développer l'économie circulaire et solidaire. Mes camarades qui sont beaucoup plus spécialisés développeront ces concepts. Nous devons aussi retrouver notre souveraineté sanitaire, notre autonomie alimentaire et médicale, ne pas déléguer à d'autres, notamment Louis Bachou en a parlé, à l'usine chinoise, la réalisation de nos besoins primordiaux et quotidiens. Donc, développons le Green New Deal européen, car les États-Unis, la Chine, le Brésil fuient leurs responsabilités et leurs engagements écologiques, et ce n'est pas une raison pour baisser les bras. La crise sanitaire que nous vivons encore, malheureusement, nous devons en tirer les leçons, nous devons repenser le monde d'après. Cette crise sanitaire, avec sa violence inégalée et les menaces qu'elle suscite, doit faire de l'Europe la locomotive du monde, devenir en termes d'exemple une des premières économies vertes au monde. Et cela passe par une volonté politique, je dirais même un courage politique, et des engagements très forts à la hauteur des crises que nous traversons et que nous risquons de traverser. Mais aussi, et là je vais remettre une couche, surtout par la transmission de cette volonté aux futures générations. Donc je crois vraiment qu'il y a à travailler sur ces deux plans, travailler avec les adultes que nous sommes aujourd'hui, mais aussi travailler avec les jeunes pour construire avec eux, les tourner vers l'écologie, le développement durable et la nécessaire transition écologique par la création de forces citoyennes engagées, solidaires, écologiques. Et je crois que c'est ainsi que nous pourrons développer cette nouvelle économie. Merci. Et ce, du côté nord de la Méditerranée, mais aussi avec les jeunes du sud de la Méditerranée. Une transition toute faite pour aller sur le troisième axe, qui est la relation justement de l'Union européenne, mais aussi de la France en particulier, avec la Méditerranée, porte ouverte vers l'Afrique. Donc je crois que là,
nous devons avoir une grande ambition collective. Remettre l'Europe, la France, au cœur d'un projet euro-méditerranéen, africain, et dans une vision que nous devons construire aujourd'hui, puisqu'elle sera différente, dans une vision de coopération partagée. Je crois qu'il est important aujourd'hui de travailler à la restauration d'un climat de confiance qui a été dégradé par l'histoire et cela passe par le renforcement du dialogue en mutualisant les compétences que l'on trouve au nord mais aussi au sud de la Méditerranée pour mobiliser l'intelligence collective, pour bâtir cette Méditerranée sur la base de projets concrets, qui est l'objectif de l'association présentée par Louis. Et pour cela, nous devons préserver et refonder le multilatéralisme, car il ne doit pas être l'affaire des seuls États. Déjà, on voit une volonté claire de l'Europe qui s'exprime et qui s'affirme par ses instances, que nous devons conforter, consolider et faire une large place aux sociétés civiles. C'est la raison pour laquelle il faut élargir son champ d'action au gouvernement, bien sûr, mais aussi à des collectivités territoriales qui ont l'expertise des partenariats, des ONG aussi, du monde académique, des acteurs de la société civile, à savoir leur implication, leur participation pleine et entière dans les processus qui sont à l'œuvre. Et bien sûr, une implication active dans l'ensemble des initiatives et des projets concrets qui seront à réaliser avec comme objectif de favoriser une zone de paix, de stabilité, de prospérité pour tous et de sécurité pour tous, dans une logique gagnante pour l'ensemble des partenaires concernés, en mettant au centre du projet plus une économie de marché, mais le développement durable. Notre histoire commune, la langue, la proximité géographique, l'envie de bâtir ensemble un avenir commun. La Méditerranée étant la seconde interface de l'Europe, elle est la voie maritime historique la plus courte et l'une des plus utilisées par sa position. Elle est un carrefour des régions, porteuse d'avenir, à commencer par l'Afrique. Et je suis persuadée que nous sommes investis collectivement d'une responsabilité historique face aux défis qui nous attendent. En premier lieu, je citerai le réchauffement climatique, forcément, la crise sanitaire que nous vivons, mais aussi les risques de pandémie à venir, les pollutions en mer avec des milliers de tonnes de déchets toxiques et tous ces effets sur notre écosystème, la question douloureuse, migratoire et ses conséquences désastreuses, et le phénomène de terrorisme et de radicalisation des populations. Et pour finir, je rappellerai que nombre d'experts prédisent que l'Afrique sera le continent du XXIe siècle. Les crises qui sévissent, dont la dernière, la crise sanitaire, nous révèlent combien est important de nous recentrer dans la proximité en retissant et en reprenant le fil d'une politique euro-méditerranéenne, et plus largement africaine, plus écologique et plus solidaire, afin qu'émerge une Méditerranée nouvelle. Voilà. Merci pour le beaucoup, diagnostic. Madame la Merci députée, pour ce discours, enfin, cette introduction et ces constats, et en même temps cette vision ambitieuse pour la verticale Afrique-Méditerranée-Europe. Rachid Mokran, je ne vais pas vous demander de refaire, je dirais, peut-être le discours que vous aviez préparé, mais plutôt de réagir à ce qu'a dit Madame la députée. Quels sont les points clés sur lesquels vous avez envie de rebondir et peut-être sur lesquels renchérir? D'abord, voilà, je voudrais tous vous remercier et je viens d'écouter Madame la députée et je pense qu'après ce qu'elle a dit, il sera difficile de vouloir entamer encore un diagnostic. Je crois que à travers ce qu'elle a dit, elle a embrassé un petit peu à la fois le constat et une vision. Maintenant, la réalité, c'est que des experts, comme le disait Madame la députée, des scientifiques nous rappellent que 2030 sera la date fatidique, c'est-à-dire que nous sommes face à l'irréversible est à nos portes et des risques majeurs menacent aujourd'hui l'équilibre de la planète, c'est ce qui a été dit. Je ne vais pas faire étalage, malheureusement, de tout ce qui a été dit.
Et je me réjouis de voir la création de cette structure, l'espace Euromed Afrique. Et ce qui, au fond, m'intéresse, c'est que pendant des années, il y a eu des colloques, il y a eu des COP, il y a énormément de rencontres, de réunions, et on se rend compte que les décideurs se congratulent, les sociétés civiles sont frustrées, n'en peuvent plus. Il y a aujourd'hui un climat de déception généralisée, il y a des peurs, des angoisses terribles, et là-dessus, il y a des hommes et des femmes qui se sont réunis, qui partagent des valeurs communes, qui ont une grande expérience, une grande expertise dans les domaines du développement durable. Et je veux remercier notre ami Louis Bachou, qui est un architecte urbaniste qui a de longues années devant lui et qui aujourd'hui, dans des échanges avec lui, m'a fait prendre conscience, et nous avons pris conscience qu'aujourd'hui, nous devons sortir de cette économie linéaire qui aujourd'hui nous envoie droit dans le mur pour basculer dans l'économie circulaire, sociale, je rajouterai, et solidaire. Pourquoi l'économie circulaire? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut mettre en œuvre des expérimentations concrètes, des projets concrets. C'est à travers des projets concrets, ce n'est pas dans des colloques, dans des discours, c'est fini. Comme le disait Madame la députée, le temps des discours, de la réflexion, des polémiques, c'est terminé, le temps est à l'action. Et actuellement, j'ai pu rencontrer l'équipe d'Espace Euromed Afrique. Nous sommes allés sur le terrain. Il y a aujourd'hui des territoires qui sont abandonnés, qui sont merveilleux, notamment dans la porte de l'entrée de l'Afrique qui est au Maroc. Et là, il y a un projet extraordinaire qui vise à valoriser justement un projet qui va tourner autour de l'économie circulaire et qui va permettre, qui est en plus, et c'est ça qu'il faut prendre, qui va être créateur de richesses et d'emplois pour les populations, parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi d'autres phénomènes sociaux, d'autres phénomènes, la dimension des réfugiés climatiques, mais aussi les risques du développement de radicalisation, du terrorisme, des populations qui se sentent complètement abandonnées. Et là, je pense qu'il y a un continent qui s'appelle l'Europe, qui a une très très grande expérience, qui a une expertise, qui a des connaissances. Et de l'autre côté, nous avons une Afrique qui est jeune, qui est pleine de promesses, qui attend aujourd'hui que nous bâtissions les conditions d'un véritable partenariat partagé, d'une coopération, mais aussi cela doit se faire dans une confiance partagée. Et je rejoins Madame la députée quand elle dit que, eh bien, il faut refonder le multilatéralisme et ne pas le laisser aux seules mains de l'État. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a des institutions, des ONG, la société civile, le monde académique, les chambres consulaires, c'est-à-dire les chambres de métiers, les chambres de commerce. Tout cela, aujourd'hui, doit se mettre en mouvement pour reconsolider des liens. Et c'est par la société civile qu'on restaure un climat de confiance qui, malheureusement, a été entaché de par le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons le devoir, de tenir des promesses. Nous sommes condamnés à réaliser ces objectifs parce qu'on voit bien Rachid, que… merci beaucoup. Je propose que je vous coupe parce qu'il faut que nous avancions. Je vous propose de réintervenir ensuite derrière là, sur la vision. Ce que je voudrais, c'est proposer à Louis Bachou de prendre la main et d'expliquer un petit peu la vision, je dirais, de l'association Espace Euromed Afrique aujourd'hui sur ces questions-là. On a bien compris les enjeux, les risques qui ont bien été développés. Madame la députée a développé aussi des idées fortes sur la vision, complétées par Rachid Mokran. Aujourd'hui, quelle vision
doit inspirer nos systèmes économiques et sociaux. Et puis en quoi, évidemment, l'espace Euromède est une zone, est un lieu unique en fait d'expérimentation. Est-ce que tu veux bien là, je dirais, développer ta vision et la vision de l'association Espace Euromède? Il est évident qu'après les deux premiers intervenants, je suis obligé de rentrer dans le dur tout de suite. Alors, il y a une chose qui a été effacée, que je remets sur la table immédiatement, c'est la finance. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a un monde qui est un monde financier extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'hier, par exemple, monsieur, le principal actionnaire d'Amazon a gagné 10 milliards. 10 milliards. Or, nos élus se battaient sur des centaines de milliards. Lui, en une journée, a gagné 10 milliards, car à la bourse, Amazon est monté de 8%. Donc, quel est notre problème? Espace Euromède reste dans l'économie et ne passe pas dans la finance. Nous refusons le caractère financier qui a été donné à notre monde. Et ça, c'est une première des choses qui est très importante. Et car, au travers de la finance, je vous le rappelle tout de même, il y a 6 fois plus de monnaie qui circule au-dessus de la Terre, monde fini, et que le PIB global de la Terre. Donc, nous sommes obligés, nous, société civile, de reprendre ça en main, c'est-à-dire de dire, nous allons penser localement et agir globalement. Qu'est-ce que c'est que cette définition? Eh bien, c'est tout simplement le développement durable. C'est-à-dire que nous passons de l'universalisme à la diversalité. Je reprends ce mot à Michel Serres, mais nous sommes obligés de rentrer dans le monde divers, car il est bien évident que entre les Néerlandais, que nous qualifions de radins, les Néerlandais qui sont à 500 personnes environ au kilomètre carré, et l'Afrique qui est 42 personnes au kilomètre carré, il y a un monde de différence, de diversité, et que nous devons penser localement et ensuite agir globalement. Donc, d'abord la diversité, et ensuite nous sommes soumis, et Madame la parlementaire l'a très bien dit, nous sommes soumis à une économie de marché que je qualifie, moi, car je ne suis pas un expert, je suis un citoyen et je l'ai subi dans le monde, je suis sous le totalitarisme marchand que vous avez vécu intensément pendant le confinement, mais nous étions sous un totalitarisme marchand. Rappelez-vous l'histoire des masques. Et je dis que nous refusons ce totalitarisme marchand pour aller à la multiplicité. Qu'est-ce que cela veut dire, la multiplicité? C'est-à-dire une autonomie territoriale. Chaque territoire peut avoir sa vie, peut avoir sa réponse aux problèmes climatiques, aux problèmes de l'eau que nous allons avoir, aux problèmes énergétiques. Tous ces problèmes-là sont à notre porte, ils sont déjà dans la maison
Et nous ne faisons rien. Donc, Europe, Espace, Euromed, Afrique travaillent dans des autonomies territoriales. C'est la valeur fondamentale. Je reprends ma phrase qui doit être frappée au frontispice de cette association. Penser localement, agir globalement. Voilà le système. Ça n'est d'ailleurs que le développement durable, auquel nous ajoutons, pour lutter contre le climat, une économie circulaire, c'est-à-dire moins de déchets, plus de réparation. Je prendrai un exemple très simple. En partant de tous ces tissus que nous jetons, nous pouvons faire des canapés, et lorsque nous n'avons plus de canapés intéressants, nous pouvons faire avec le tissu des canapés de l'isolant pour faire nos murs en isolation thermique. Et ensuite, quand nous avons fini cette isolation, et si nous abattons tout cela, nous allons faire des déchets pour les savares. Et donc, nous allons construire une nouvelle biodiversité. Il a fallu environ 5 milliards à 6 milliards d'années pour que la nature montre qu'en face des variations climatiques nombreuses, le Sahara était peuplé, vous le savez, 6 000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas loin, hein? Ça ne fait que 8 000 ans avec nous. Eh bien, nous avons une nature qui nous apprend qu'il faut toujours s'adapter au lieu, construire le mieux possible dans les lieux, et ce qu'a dit, car c'est ce qu'on appelle l'éducation, ce qu'a dit notre parlementaire, il faut une éducation des jeunes qui soit une éducation à la société du lieu et à la société globale. Ce sont sur ces ensembles-là que nous pourrons travailler et dessiner les projets communs que nous vous proposerons ensuite. Louis, pour conclure sur cette partie-là, comment tu définis ce qu'on a appelé l'autonomie, ou ce que tu as appelé l'autonomie comme valeur fondamentale, justement, sur la vision? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque nous prenons un site, quel qu'il soit, il a 4 piliers qui sont les piliers de son autonomie. Premièrement, une autonomie alimentaire. C'est considérable, l'autonomie alimentaire. Je donnais l'exemple hier dans la préparation. Je disais que Louis XIV avait arrêté la vigne qui venait jusqu'à Paris. Rappelez-vous de Montmartre et rappelez-vous de Nogent-sur-Marne qui montaient jusqu'à Paris car il n'y avait plus de maraîchers. La vigne rapportant plus, on buvait beaucoup plus que. Il faut donc l'autonomie alimentaire, premièrement. Deuxièmement, il faut une autonomie énergétique. Et ça, c'est absolument essentiel. Ensuite, il nous faut une autonomie éducationnelle pour les enfants, pour les femmes, avec une vision d'autonomie de la femme. Il faut aussi pour les hommes qu'ils trouvent, car le monde va changer, nous le savons. On s'est donné 2030, mais qu'est-ce qu'on va faire après 2030, quand l'eau aura monté et quand il fera chaud? Il faudra donc une grande flexibilité. Et cette flexibilité fait que nous serons en formation constamment. Nous, les hommes, formation non diplômante, mais des formations diplômantes. Et il faut que chaque ensemble puisse former les gens. Former les gens d'abord
à la culture du site, je dis bien la culture du site, et ensuite à la culture globale. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse, si tu veux bien, Louis, rentrer dans le vif du sujet. Tu as déjà commencé à aborder ces solutions pratiques et concrètes qui sont utiles pour mettre en œuvre les projets de développement durable. On a la dernière autonomie, ici, je voudrais la donner tout de même, qui est l'autonomie énergétique. Et l'autonomie énergétique. Eh bien, okay, bien donc, évidemment. Bien évidemment. Est-ce que tu peux, peut-être tu pourras développer ce dernier point-là en parlant des solutions pratiques. Développer. L'autonomie alimentaire, comme je le disais, c'est à la base des jardins communaux, des jardins partagés, en permaculture, en aquaponie quand c'est possible, quand il y a un lac, quand il y a de l'eau, car nous avons la possibilité comme ça de nourrir sur place. Inutile d'aller chercher aussi une nourriture qui ne soit pas saisonnière. Il faut que nous ayons en permaculture, et moi-même à Soissons, je peux vous le dire, nous avons maintenant un député qui ne l'est plus, et un député qui s'est mis enfin, parce que j'ai discuté longuement avec lui, à une permaculture. Cette permaculture, qu'est-ce que c'est la permaculture? Est-ce que vous le savez? Eh bien, c'est tout simplement l'adaptation de la culture à la biodiversité locale. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Penser localement. La biodiversité locale. Donc, on peut le faire, et surtout les jardins partagés et jardins communaux sont très importants. Je l'ai fait à Goussainville, et je peux dire que sur les 24 000 habitants de Goussainville, j'en avais bien 10 000 qui mangeaient grâce à leurs jardins partagés, les jardins communaux que j'avais mis en place. Goussainville, à côté de Roissy, en 1982. Ensuite, vous avez l'autonomie sanitaire. Ce à quoi nous avons assisté pendant la pandémie est lamentable, nous le savons, et il est évident qu'il faut fonder des méthodes sur les produits naturels, c'est-à-dire la phytothérapie, l'aromathérapie, plus une médecine qui est une médecine d'approche. Quand je suis arrivé, moi, dans un village qui s'appelle Droisy, nous étions 150. Aujourd'hui, nous sommes 79. Et pourquoi? Et pour deux choses. Parce qu'il n'y a plus de médecins, parce qu'il n'y a plus d'école, et sont les deux choses essentielles dans une vie. Donc, nous avons la possibilité de changer les choses en offrant ce que nous avons fait dans certains lieux de la ruralité qui est un désert français, nous avons offert des lieux pour les médecins, pour qu'ils s'exercent. Et mon fils est là. De la même façon, l'autonomie éducationnelle, c'est absolument essentiel. Il ne faut pas faire une demi-journée de transport pour avoir une éducation, au moins dans les parties non diplômantes. Donc, pour les femmes, les enfants, les hommes, et la flexibilité viendra au travers des entreprises, la flexibilité de la formation au travers des entreprises, car les entreprises seront obligées d'évoluer en fonction de la science, des innovations, et donc les hommes seront obligés de suivre ces innovations. Nous rentrons non plus dans une période hiérarchique, mais sur une période de compétences où on a besoin de cette personne pour ce travail-là ou pas, et il va falloir que les compétences changent en fonction du temps. Et ça ira très vite quand l'eau va monter au Bangladesh. Qu'est-ce que l'on va faire? Il va falloir que l'on trouve
Et vous voyez que donc nous passons d'un monde de l'éducation non flexible à un monde d'éducation flexible, locale, et au lieu d'avoir un contrôle hiérarchisé, nous avons un autocontrôle chaque fois par rapport aux éléments qui changent. Il y a un projet qui est porté par l'association Remède Afrique qui illustre et concrétise ces idées-là, ces concepts-là. Exactement. Nous allons en parler, mais nous terminons toujours, parce que tu me refuses ça, Jean-Pierre, l'autonomie énergétique peut être hydraulique, peut-être photovoltaïque, peut-être calorifère, peut-être par biomasse, peut-être par puits canadien. Vous voyez qu'il y a toutes les possibilités. Et surtout, ne vous lancez pas dans l'éolienne, qui est un investissement qui ne sera jamais remboursé par la production. Vous avez compris donc que les systèmes représentatifs ne sont pas des systèmes représentatifs automatiques, c'est la totalité qui est exemplaire. Ça n'est pas chacune des choses doit être pensée localement pour pouvoir ensuite être innové ailleurs et dans d'autres formes. Alors l'exemple sur le Maroc dans lequel nous travaillons est un projet où nous avons eu une région oubliée, une région merveilleuse, pleine d'eau, quelle chance, un réservoir d'eau, et un réservoir d'eau pour le Maroc, car l'eau rentrera dans les autonomies futures. Et nous avons vu dans cette région qui a quatre choses importantes. Premièrement, l'eau. Deuxièmement, la terre, une très belle terre argileuse. Troisièmement, des forêts, qui sont des forêts parfois d'oliviers, des forêts de figuiers et des forêts tout simplement d'eucalyptus, de tilleul et autres. Nous avons donc, après avoir pris contact avec les représentants des régions, nous avons défini que compte tenu de la faible densité au kilomètre carré de la région, un peu moins. Je vous rappelle que l'Afrique fait 42 et la France fait 105. Vous voyez déjà? Donc là, nous étions à 26-27 au kilomètre carré dans cette région et il était évident que les infrastructures, tout ce qui permet aux gens de vivre mieux, ce qu'on appelle le bien-être social, je ne parle pas du bonheur, je parle du bien-être, eh bien, ce qui permet le bien-être social manquait. Donc, nous avons décidé d'un commun accord, c'est-à-dire M. Asdine El Bouzaïdi, qui est là présent, qui m'écoute, Rachid, que vous avez entendu, et moi-même, nous avons décidé non pas, et là, cela montre bien la spécificité de chacun des éléments, nous avons décidé de faire un choix de lieu qui était représentatif, c'est-à-dire de repartir dans le système des images de marque. Pourquoi? Parce qu'une image de marque est attrayante. On sait de quoi l'on parle quand on parle d'une image de marque. On sait quelles sont les spécificités. Donc, nous avons décidé de faire une image de marque pour la région et cette image de marque nous a permis de choisir le lieu qui représentait quoi? La globalité, c'est-à-dire montagne, eau, olive, figue. C'était merveilleux. Ensuite, lorsque nous avons défini cette image de marque architecturale, il fallait qu'elle soit très forte. Pourquoi? Pour rapporter un peu d'argent exogène des touristes qui passaient à côté,
tout à fait à côté, sur la base d'environ 4000 caravanes par mois, et qui ne s'arrêtaient jamais parce qu'on ne savait pas. Donc, au moins, ils abîmaient nos infrastructures, au moins qu'ils les payent. Eh bien, nous allons en ayant du bien-être. Et nous leur avons fait connaître notre bien-être, c'est-à-dire, nous avons créé une image de marque architecturale qui appelle un tourisme culturel, écologique, biologique. Pourquoi biologique? Parce que nous sommes à côté d'une forêt et que nous voulons en faire un conservatoire du vivant, ce qu'on appelle le conservatoire du vivant. Car vous avez compris, et Madame Salima Yenbou vous l'a dit, nous cherchons l'harmonie du vivant et pas l'harmonie de l'homme. Bien, Louis, merci beaucoup. Ce que je te coupe parce qu'on doit avancer là sur nos sujets. Ce que je voudrais, hésiter. Si tu veux bien, je voudrais, avant que tu reprennes la main pour expliquer les opportunités de projets pour les entreprises, redonner la parole à Madame la députée et à Rachid Bokrant pour qu'ils rajoutent, je dirais, qu'ils complètent peut-être ton discours, ton intervention sur notamment les solutions pratiques à mettre en œuvre et évidemment dans le contexte du projet Maroc qui va être qui est le projet pilote de l'association. Madame la députée. Oui, alors pour compléter, je ne vais pas aller sur du technique parce que je vois que l'heure avance, mais plutôt de manière générale, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement une prise en charge globale du bien-être, comme le dit M. Bachou, du bien-être de tous les vivants de ces territoires. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on prend en compte tous les aspects de la vie, que ce soit ceux de la vie quotidienne, mais aussi l'éducation à vivre dans ces lieux et à les respecter, mais aussi l'éducation pour se former à pouvoir refaire ce genre de lieu de vie. La culture, le tourisme, il en a parlé aussi, les mobilités, l'habitat, le traitement des déchets, la manière de consommer. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme où l'on prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne. Et je crois que c'est vraiment un projet très intéressant de ce point de vue, mais aussi parce qu'il peut devenir un modèle en fait pour les autres pays de la Méditerranée, qu'ils soient au sud ou au nord de la Méditerranée. Le Maroc a démontré déjà qu'il avait une réflexion notamment au sujet des énergies renouvelables. Monsieur Louis Bachou a parlé des éoliennes qu'il fallait éviter. Le Maroc a construit à Ouarzazate sur la base des panneaux solaires une énergie propre qui est selon moi un modèle qu'on doit même copier. Donc je crois qu'il y a vraiment un échange de ce côté-là. Et ensuite, je crois que de ce projet qui est construit de toutes pièces, il y aura des leçons à tirer ou des méthodes, des façons de faire que pourront tirer des villes qui sont déjà construites, parce qu'on a quand même des villes qui sont construites que l'on ne va pas raser pour les reconstruire. Ça, il faut être quand même assez pragmatique. Donc, comment travailler, par exemple, en collaboration avec des villes comme Grenoble, je vais prendre des villes que je connais, qui sont ici en France, qui veulent devenir écologiques, mais qui ont déjà des constructions que l'on ne va pas détruire. Donc, comment adapter? Donc, c'est deux points de vue. Et je crois que ce projet pourra être une réflexion aussi pour les villes qui existent déjà. Voilà pour ce que je peux apporter. Merci beaucoup. Rachid, vous avez exprimé au début des constats parfois dramatiques. Est-ce que ce projet Maroc répond justement à ça? S'il m'entend, Rachid. Allô? Bon, Rachid ne nous entend pas. Vous m'entendez? Là, oui. Oui. Oui, je disais, comment vous complétez là ce que Madame la députée vient de dire? Oui. Est-ce que ça résout les problèmes dont vous avez parlé au début de votre intervention? Ben oui, moi je pense qu'il y a aujourd'hui
des centaines de projets concrets qui sont à l'œuvre, nous devons, à travers, bien sûr, Espace Euromed Afrique, aider à les rendre visibles, les mettre en lumière, les donner un exemple et être à contre-courant de cette logique qui nous a enfermés dans la dépendance. Aujourd'hui, le maître mot, c'est sortir du rapport de dépendance que l'on entretient au maître. Cette société de surconsommation, cette société qui nous amène dans le mur, elle est pensée. Et je suis d'accord, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la finance, une espèce d'oligarchie, nous a aliénés depuis des siècles. Aujourd'hui, il faut qu'on en sorte. Et je pense aujourd'hui que cette idée de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire pour d'abord penser autrement. Et donc, penser autrement, ça veut dire, comme l'a dit Madame la députée, agir sur les consciences. Et les consciences, c'est dès le jeune âge. Je dirais même de la maternelle aux universités, apprendre aux enfants à manger autrement. Aujourd'hui, on les gave comme des oies et c'est terrible. Donc, sortir du rapport de dépendance, bâtir cette économie circulaire et bâtir des projets qui seront des exemples à la fois pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on voit que les États-Unis, la Chine, le Brésil fuient leur engagement et leur responsabilité écologique, seule l'Europe, une Europe qui se renouvelle et qui bâtit ce pont entre les rives de la Méditerranée avec l'Afrique, peut bâtir des projets concrets. Et je pense que Espace Euromed Afrique en est un des exemples avec d'autres que nous devons mettre en lumière. Merci beaucoup, Rachid. Louis, je voudrais donc maintenant qu'on puisse présenter justement ces opportunités de projets pour les entreprises, parce qu'il y a dans tous les secteurs qui sont concernés, y compris d'ailleurs le domaine de l'énergie, où il y a beaucoup de choses à faire en collaboration avec eux, que tu répondes à la question, quelles sont les opportunités pour les acteurs aujourd'hui ? Si Louis est toujours là. Il faut mettre ton micro, Louis. Tu es en mute. Louis, voilà. Louis est encore là. Donc, quelles opportunités pour les acteurs économiques, Louis, engagés, quelles sont pour le développement de l'économie verte? Il est bien évident que ce que nous demandons aux hommes, c'est-à-dire la flexibilité, il va falloir le demander aux entreprises. Et donc, nous allons passer du monde de la construction, de la production quantitative à un monde de la réparation et de la construction qualitative. Donc, production qualitative au lieu de quantitative et réparation sont les deux points. Troisièmement, nous allons être avares en produits. C'est-à-dire, on ne va pas dilapider les richesses de la terre et on ne va pas détruire la forêt pour construire du soja pour mettre les bêtes en ferme. C'est absolument stupide. Donc, nous allons, nous, faire les premiers, ce qu'on appelle dans notre jargon, et les entrepreneurs comprendront, des ADS, c'est-à-dire des avant-projets succincts, et puis des ADP, des avant-projets terminaux, qui sont définitifs. Et partant de là, nous allons demander soit aux entreprises de participer avec nous à la recherche. Par exemple, dans notre projet, il y a un ponton de 500 mètres à faire sur 4 mètres de large. Ce ponton sera en bois, bien évidemment, mais il faut aussi que ce ponton tienne. Alors, soit on fait la méthode moyenâgeuse, c'est-à-dire de la barge, soit on fait une méthode, celle de Rotterdam, Pieux et Vérin. Donc, on va faire des appels d'offres
à ces entreprises pour que chacune nous propose ses solutions que nous accepterons si elles rentrent dans le cadre de quoi? Du développement durable et de l'économie circulaire. Ça, et des autonomies, des 4 autonomies dont j'ai parlé. C'est d'ailleurs pour ça que dans la région où nous travaillons, la première entreprise qui sera appelée en adjudication, c'est celle qui doit fabriquer les briques en terre crue et chanvre, de telle façon à ce que l'on puisse construire ensuite nos maisons qui sont isolées thermiquement grâce justement à ces briques et à ces murs qui vont être à la fois en terre crue et chanvre et bois. Voilà les maisons que nous allons créer et il faut donc les matériaux de construction. Nous allons travailler par appel d'offres. Alors, deux possibilités, soit l'entreprise devient partenaire et dépense de l'argent pour trouver avec nous les meilleures solutions répondant à notre loi, à nos règles, soit elle travaillera de son côté pour être labellisée, c'est-à-dire que nous trouverons et elle répondra ensuite à notre ayant le label, elle répondra ensuite à un appel d'offres. Mais tous les projets vont être sur mesure. Vous l'avez compris, on a dit penser localement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas travailler dans la roche de la même façon que dans l'argile. Et donc, chaque fois, nous aurons une flexibilité à demander à l'entreprise, qu'elle soit de construction, si elle est entreprise générale de construction, encore plus. Donc, dans l'ordre, soit des partenaires, soit des entreprises qui seront labellisées par notre association, suivant un cahier des charges, et qui répondront à un appel d'offres, soit des projets sur mesure qu'elles feront avec nous, en répondant à des appels d'offres. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur notre travail avec les entreprises. Mais rien ne sera possible sans entreprise, bien évidemment. Louis, tu me permets quand même de parler d'un point. Là, je prends un peu ma casquette de partenaire de l'association avec Convergence. Évidemment, le modèle économique de l'association est fondé sur des adhésions pour que ça, ce soit possible et que les appels d'offres soient lancés et le processus, je dirais, d'opportunité concrétisé. Il faut évidemment le financer et donc c'est pour ça qu'il y a une offre d'adhésion à l'association. Bon, je ne vais pas là. On ne va pas en parler, mais il est évident qu'une entreprise qui veut adhérer doit donner. Voilà, comme nous avons donné tous, puisque nous en sommes sur ce projet au 5e mois de travail. Et un architecte a fait un APS complet. Il y a au moins 4 raisons pour adhérer aujourd'hui à l'association Espace Euromède. C'est évidemment participer à ce grand projet, c'est soutenir évidemment une association qui est engagée aujourd'hui pour réconcilier ce qu'on peut appeler le business et l'environnement. Et puis évidemment, accéder à un large écosystème d'acteurs engagés pour le développement durable et bien sûr bénéficier des services proposés par l'association. Et puis surtout, évoluer avec nous, puisque indiscutablement, lorsque nous aurons achevé notre projet, ce sera une technopole. Donc ils seront, puisque tu parles en anglais, et moi je refuse cette langue, puisque j'appartiens à DLF, la défense de la langue française, donc je dis que nous allons créer une technopole, et cette technopole pourra faire partie des Smart Territory, comme dirait mon ami Jean-Pierre. Alors, je voudrais, si vous me permettez, dire une chose qui me semble importante. Il y a tout l'aspect projet concret, mais il y a aussi la pensée. On ne peut pas influencer la société si nous ne sommes pas dans la production intellectuelle. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, dans le cadre
d'Espace Euromed Afrique, c'est qu'elle rassemble une centaine d'experts. Il y en a un certain nombre dans le cadre virtuel qui ne se sont jamais rencontrés, mais d'autres se sont rencontrés dans la vie réelle. Et nous allons initier, et ça c'est extraordinaire, des rencontres. Et donc ça a été pensé un petit peu, c'est Madame la députée qui m'avait donné cette idée, c'était de nous réunir autour de dîners, par exemple, végétariens, pour initier des rencontres avec des experts de l'économique, des philosophes, pour traiter de ces sujets et mettre en avant, puisque l'ensemble des think tanks qui existent aujourd'hui, ils sont, les relais de la finance, justement. Et nous devons aujourd'hui faire de l'éco-lobbying en mettant en œuvre ce type de rencontres. Nous allons initier des rencontres, des événements, et on vous invite vraiment à venir et à participer à l'ensemble des rencontres, des discussions, des débats qui seront organisés dans le cadre de l'espace Euromed d'Afrique. Ce que je vous propose là, de manière très pratique, c'est de rajouter 5 minutes à notre webinaire pour avoir le temps peut-être de compléter certains points et de répondre à quelques questions qui se posent là, notamment dans le fil des questions. Peut-être une réaction ou plutôt je dirais une demande d'éclaircissement, Louis, sur les énergies, les solutions donc autour des énergies nouvelles. Est-ce que là, tu peux dire un mot là-dessus? Comment, à l'association Espace Euromed, vous voyez les choses par rapport à ce sujet qui est les énergies renouvelables? On sait bien que les énergies classiques, pétrole, gaz, etc., sont aujourd'hui bousculées, on va dire. Comment elles peuvent être remplacées, je dirais, par les énergies renouvelables et comment ça peut se passer, quel dialogue en fait enclencher avec les entreprises spécialisées donc, dans ce secteur des énergies renouvelables? Alors, dans les énergies renouvelables, vous avez d'abord, rappelez-vous, nous faisions autrefois en France, un peu partout, des moulins à eau. Mettons des turbines à eau un peu partout dès que nous avons un cours d'eau. Nous ne le faisons pas tout simplement parce qu'il y a maintenant des monopoles. C'est le premier point. Donc, dans le cas de notre projet, nous avons des variations de niveau d'un lac et nous allons nous en servir pour pouvoir faire tourner, en effet, des turbines. De la même façon, vous avez le photovoltaïque qui est un ensemble d'appoints très intéressant. Et ce photovoltaïque est, deuxièmement, très intéressant, surtout si on met derrière le panneau photovoltaïque et nous mettons derrière, ou les tuiles, parce que Tesla est en train de passer à des tuiles photovoltaïques. Si nous mettons derrière des canalisations d'eau chaude et nous fabriquerons en même temps que… Parce que le photovoltaïque, vous le savez, travaille même quand il fait froid. Donc là, nous aurons à la fois de l'eau chaude et nous aurons de l'énergie électrique directement. Ensuite, nous avons les puits canadiens. Je vous le rappelle, qu'est-ce que sont les puits canadiens? Vous savez que la Terre, à peu près partout d'ailleurs, à partir de 2 mètres, a une température à peu près constante. Ce qui fait qu'en jouant avec les différences de température, vous avez la possibilité de faire marcher des pompes à chaleur et ces pompes à chaleur sont extrêmement peu énergivores, ce qui est très important. Ensuite, sur l'énergie, vous avez la biomasse. Vous avez la biomasse, vous savez bien que quand on fait du chanvre, c'est de la biomasse aussi, le chanvre. Vous avez la forêt qui vous donne de la biomasse sans couper, c'est-à-dire le bois mort, les feuilles, tout cet ensemble de biomasse permet de faire tourner à la fois des turbines ou faire de la chaleur quand c'est nécessaire. Dans la région où nous sommes subclimatiques et donc nous allons avoir beaucoup d'eau de pluie. L'eau de pluie aussi, à son passage, peut
faire tourner quand on la ramène dans des tuyaux nombreux, ces eaux du ruissellement, nous arrivons à faire tourner des turbines. Donc, tous ces ensembles-là montrent, premièrement, qu'il ne faut pas traiter des ensembles de façon considérable. Pourquoi? Parce que si ça tombe en panne, tout le monde est en panne. Nous allons traiter site par site des autonomies. C'est-à-dire, nous avons des autonomies et comme nous sommes tangents à un autre site qui aura sa propre autonomie, dans le cas où il y a un problème, un échange, nous avons plus d'eau de ruissellement ou nous avons plus de soleil que le site d'à côté, et nous pouvons faire des échanges. Ceci, c'est le partage et l'échange. Voilà ce que nous voulons bien vous faire comprendre. Alors, sur l'énergie, nous avons vu ça, mais par contre, dans la région où nous sommes, il y a 672 aussi 672 végétaux. 672 végétaux, c'est toute la phytothérapie que l'on peut imaginer. Donc, il est bien évident que nos médecins deviendront les spécialistes de la phytothérapie, qui sert dans tous les médicaments d'ailleurs. On l'a fait soit chimiquement, soit au travers des végétaux. Donc là, on n'a pas besoin de passer par la chimie, on passe par les végétaux. Donc, vous voyez une adaptation constante au site. Et c'est ainsi que l'on pourra vivre. Il faut que nous, j'ai vécu dans différents pays et chaque fois, je me suis aperçu que ceux que l'on considérait comme des incultes s'étaient adaptés parfaitement à leur site, avec leurs possibilités naturellement. Mais Louis, nous retrouvons dans le même système qui est le système de l'homme, de l'homo sapiens. Autrement, c'est très simple. Vous avez trois solutions. Premièrement, la finance prend le pas et vous arrivez au transhumanisme, et je le sais, nous en parlions avec Luc Ferry il y a 1 an et demi. Deuxièmement, nous passons à un mode économique totalitariste et nous faisons de l'usage, c'est-à-dire on fait de l'usage au lieu d'avoir de la propriété. On n'achète pas sa voiture, on n'achète pas sa cuisinière, on n'achète pas son appartement, on n'achète rien de tout cela et on a des locations. Et ce sont naturellement les propriétaires qui seront les maîtres du jeu. Et nous restons dans la finance. Et la troisième solution que nous venons de voir ensemble, que moi j'appelle la solution d'une société réticulaire, en effet, parce qu'elle est parfaitement adaptée à ses lieux et à sa culture, faut-il encore que nous compensions en disant que nous pensons localement, mais nous agissons globalement. Et ça, c'est très important. Louis, si tu veux bien, peut-être une dernière question ou une dernière réaction ou réponse à une réaction dans le fil des questions. Tu as expliqué ce que les entreprises pouvaient évidemment apporter et ce qu'elles pouvaient aussi retirer des projets portés par l'association. Quid des, je dirais, associations, institutions, agences gouvernementales qui travaillent sur ces projets de développement durable et qui, je dirais, peuvent voir dans Euromed une source d'inspiration. Comment collaborer avec eux? Comment vous souhaitez faire ça? Eh bien, déjà, je vais répondre et je salue mon ami Philippe Lamarck qui est là, qui a monté une société qui est soutenue d'ailleurs par Valérie Pécresse et qui s'appelle Etrechen. Et donc, pour le chanvre et pour la mise en place de nous allons nous tourner vers la région Île-de-France. Nous allons nous tourner vers des institutions pour l'éducation et la flexibilité à la construction. Nous allons nous tourner vers une association qui s'appelle Terre et Vie, qui fait partie de nos partenaires. Nous allons chaque fois nous tourner vers des ensembles qui sont soit
des ensembles institutionnels, car une association c'est institutionnel, soit vers des entreprises. Nous allons passer donc de régions, parfois même des communes. J'ai travaillé, moi, avec la commune de Soissons et je suis enchanté de voir que 30 ans après, elle fait le port que j'avais dessiné pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'elle a compris que si elle n'avait pas un peu d'argent, elle ne pourrait pas tenir ses infrastructures et faire vivre dans le bien-être ses compatriotes, ses concitoyens. Donc ça, c'est très important. Donc, nous avons à travailler ensemble, quelle que soit l'institution, que ce soit, j'ai pris Valérie Pécresse avec l'Île-de-France, mais moi qui travaille très souvent dans le Nord, les Hauts-de-France, je ferai appel aussi à Xavier Bertrand sur le plan des travaux en photovoltaïque, puisque il est contre les éoliennes comme moi, mais nous allons travailler sur le photovoltaïque. Et comme je l'annonçais, Tesla sort des couvertures soit en tuile, soit en ardoise. On n'en a pas besoin dans notre projet puisque nos couvertures seront en bois et ce seront des terrasses végétales ou photovoltaïques. Donc, mais nous pourrons travailler, chaque lieu demandera une adaptation. Il est évident que dans les Hauts-de-France, on est obligé de faire des toits. Voilà. Des toits en tuiles. Merci beaucoup, Louis. Très clair. C'est donc une stratégie pour Euromède de collaborer avec tous les acteurs, y compris les associations, les régions, les institutions qui sont engagées sur ces sujets. Il n'y a aucune exclusive. Peut-être si l'audience veut intervenir maintenant pour une dernière question en allumant son micro et la poser directement à nos intervenants, c'est maintenant. Écoutez, s'il n'y a pas d'intervenants ou de questions complémentaires, je voudrais conclure ce webinaire puisque le temps là maintenant nous est compté. On l'a dépassé de un peu plus de 10 minutes. Merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire. Merci à nos intervenants. Merci à Madame la députée d'avoir contribué à ce webinaire et nous avoir expliqué sa vision des constats et de ce qu'il fallait faire. Merci à Rachid Mokrane pour ses interventions sur les constats, sur également sa vision sur le projet Maroc. Louis, tu veux dire un mot peut-être en toute dernière conclusion avant de clôturer? En toute dernière conclusion, je vous dirais que l'histoire de l'homme se répète, sauf ses outils changent. Et c'est très, 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 très intéressant. Actuellement, je me remets à relire Marc Aurèle. Et hier, j'ai noté cette phrase qui est « Toutes les choses sont entrelacées les unes avec les autres. C'est un lien sacré et il n'y a presque aucune d'elles qui soit étrangère à l'autre, car elles ont une ordonnance commune, l'harmonie du vivant, et elles forment un seul et même monde. » Je vous dirai donc, moi, en conclusion, Homo sapiens, l'ordonnance du monde ne nous appartient pas. Vous n'en êtes qu'un élément, et maintenant, il va falloir faire avec, et très rapidement. Merci beaucoup, Louis. Je voudrais aussi remercier l'équipe support, en particulier Céline Tran, qui a travaillé à la préparation de ce webinaire. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire sur Vobel avec les contenus des interventions et également aussi l'offre d'adhésion à l'association pour ceux donc, qui veulent soutenir et qui veulent embarquer sur ce bateau qui va poursuivre des objectifs ambitieux sur le développement durable. À votre disposition, bien sûr, pour toute question à la suite de ce webinaire. Merci à vous tous et vous toutes et à bientôt. Merci.
Merci, à bientôt. Merci. Merci et à bientôt. Merci pour tout. Merci pour cette belle présentation. Ouais, excellent.